Nathalie Tomasini, avocate spécialisée, bonjour à vous, dans les violences intrafamiliales, et Elsa Labouré, secrétaire générale de l'association Oser le féminisme. Sur ces questions, sur le procès des viols de Mazan, sur la déclaration en cours de Gisèle Pelicot, vous savez que vous pouvez nous poser vos questions, vous scannez le QR code qui est à l'antenne, vous écrivez vos questions et Jordan Klein viendra les poser à nos invités dans quelques instants. Mesdames, j'aimerais évidemment qu'on d'abord évoque ces premiers mots de Gisèle Pelicot. Éléonore, avec vous, Gisèle Pelicot, qui dit donc qu'elle est totalement détruite et son audition qui est en cours. C'est ça, elle dit qu'elle est totalement détruite, elle ne sait pas, elle a 72 ans et elle ne sait pas si sa vie sera suffisante pour comprendre ce qu'elle a subi. Gisèle Pelicot qui s'est adressée d'abord au président de la Cour en lui disant « Je suis reconnaissante, depuis près de 8 semaines, j'ai été blessée, interpellée par les propos. J'ai pris conscience que je n'avais rien à me reprocher. J'ai subi plus d'une centaine de viols. Il m'était difficile de voir ces vidéos, mais ça m'a permis de connaître la vérité. » D'abord, donc, elle a parlé au président. Ensuite, elle s'est adressée à son mari. Elle lui a dit « Dominique, nous avons eu 50 ans de vie commune. Tu as été un homme bienveillant, attentionné, en qui tu avais toute ma confiance et on avait confiance tous les deux. » Et ensuite, elle s'est adressée à l'ensemble des prévenus qui sont dans cette salle. Notamment, elle a exprimé en fait son ressenti. Et elle a dit cette phrase qui est absolument horrible d'un des prévenus qui a dit « Si j'avais voulu quelqu'un, j'en aurais choisi une plus belle. » Vous imaginez la violence. Ce sont ces mots que Gisèle Pelicot exprime en ce moment et son ressenti qui est assez brutal. Comme ce qu'elle a vécu effectivement, Maître Tomasini, le fait qu'elle soit à nouveau entendue, qu'elle ait la parole, là on est à mi-procès, et après on le disait avoir écouté pendant 8 semaines les accusés, c'est important. Très important qu'elle puisse réagir, donner son ressenti à la fois à la Cour et puis devant tous ses co-accusés. Vous vous rendez compte qu'elle est seule contre 52 accusés, c'est du jamais vu. Alors j'entendais qu'elle était détruite, on le saura moins, j'allais dire. Cela étant, cette femme a un courage absolument incroyable, une force mentale et une force physique. Parce que, voyez-vous, moi j'ai assisté des victimes pour des procès de viol. Il faut savoir qu'un procès pour viol, ça dure en moyenne 3 jours. Là, on a un procès qui dure pratiquement 4 mois. Et déjà, à mes clientes victimes, je leur dis, vous allez voir la violence d'une cour d'assises. Bon, là, en l'occurrence, d'une cour criminelle, mais c'est pareil. Parce qu'il faut tout revoir, reparler de tout. Oui, mais non seulement il faut reparler de tout, et ça fait reviviscence s'agissant du trauma, puisque on doit se rappeler et revoir, puisqu'on a projeté les scènes de viol. Donc déjà, c'est dramatique, mais on est, et on l'a vu dans ce procès-là, sous le feu des questions à la fois des avocats, des co-accusés, mais également du président et des magistrats, car ils sont à charge et à décharge pour faire émerger la vérité. Donc c'est d'une violence inouïe. Elle entend les propos des co-accusés, et vous l'avez rappelé. Donc déjà, au niveau psychologique, c'est très dur, mais physiquement, on a des audiences qui commencent à 8h30, 9h du matin et qui peuvent se terminer à 22h. Donc sur 4 mois d'audience, c'est colossal. Elle a une force vitale, une force mentale qui, moi, m'impressionne. Et on va continuer à évoquer la force effectivement de Gisèle Pelicot et ce procès aussi en détail, notamment grâce à Noémie Schulz qui est sur place au tribunal d'Avignon. Noémie, vous avez assisté à l'audition de Gisèle Pelicot, à ses premiers mots notamment. Comment vous l'avez vécu, ce qu'a ressenti la salle, comment la salle a réagi et ce qui a été dit par Gisèle Pelicot. Expliquez-nous. Gisèle Pelicot est toujours en train de parler. Elle répond aux questions du président, mais elle a tenu à faire une sorte de propos liminaire, comme le président l'y a autorisé, que je vais vous retranscrire en partie. Elle s'est adressée, et c'est la première fois qu'elle s'est adressée directement à son ex-mari, qu'elle appelle depuis le début Monsieur Pelicot. Dominique, nous avons eu 50 ans de vie commune. Tu as été un homme bienveillant, attentionné, en qui j'avais toute confiance. On a partagé nos rires, nos peines, on a partagé des moments difficiles. Jamais je ne t'ai lâché, et lui non plus ne m'a pas lâché quand je passais mes examens médicaux. Souvent, je lui ai dit quelle chance j'ai de t'avoir à mes côtés. Gisèle Pelicot qui évoque les 4 années qui ont passé entre la découverte des faits et ce procès. Je n'ai toujours pas compris comment
ce monsieur, elle repart de Dominique Pellicot en disant ce monsieur a pu en arriver là, comment ma vie a pu basculer. Je ne comprends pas comment tu as pu me trahir à ce point, faire rentrer des individus dans notre chambre. Tu connaissais mon aversion pour l'échangisme, cette trahison-là est incommensurable. Je pensais finir mes jours avec ce monsieur. J'ai toujours essayé de te tirer vers le haut, vers la lumière. Toi, tu as choisi les bas-fonds de l'âme humaine. Gisèle Pellicot a également tenu à réagir aux propos tenus ces derniers jours, ces dernières semaines par les accusés, par les proches des accusés. J'ai entendu ces femmes, ces sœurs parler d'un homme, d'un mari, d'un frère exceptionnel. Moi aussi, j'avais le même à la maison, mais le profil du violeur, ça n'est pas la nuit dans un parking. Depuis le début, a-t-elle aussi dit, on me présente comme une complice, consentante. On dit que je faisais semblant de dormir ou que j'étais alcoolique. C'est d'une violence. Il faut être solide pour être dans cette cour criminelle. On rappelle que Gisèle Pellicot assiste à pratiquement toutes les journées d'audience. Elle s'absente le lundi pour aller voir sa psychiatre notamment. Aujourd'hui, je suis une femme complètement détruite. Je ne sais pas comment je vais me reconstruire. J'ai 72 ans. Je ne sais pas si ma vie suffira à comprendre ce que j'ai subi. Voilà donc pour ce propos liminaire de Gisèle Pellicot qu'on n'avait pas entendu depuis la première semaine du procès. Et en ce moment, elle répond aux questions du président. Vous me demandiez comment avait réagi la salle. Écoutez, la salle d'audience dans laquelle je me trouve, il n'y a pas de public. Il y a les accusés, des avocats et des journalistes. Et c'est dans un silence total, bien sûr, avec beaucoup d'attention qu'on a écouté ces premiers mots de Gisèle Pellicot. Merci infiniment Noémie Schulz en direct donc du tribunal d'Avignon où vous le disiez, Gisèle Pellicot est maintenant interrogée par la cour. Elsa Labouré, votre sentiment sur ce qui a été dit par Gisèle Pellicot, on vient de l'entendre avec ces mots repris par Noémie. C'est très très dur, évidemment. Comme l'a dit Maître Tomasini, on est dans des cas où déjà subir un viol, c'est suffisamment traumatisant. Subir des dizaines de viols comme elle l'a fait, le découvrir d'un coup par hasard, ça l'est encore plus. Mais là, voilà, on parle souvent de double peine dans le cadre des plaintes et de la recherche de justice pour violences sexistes et sexuelles. Donc là, on est dans une peine tellement forte. Et voilà, je n'ose pas imaginer ce que c'est que de devoir réentendre de nombreuses fois, dans le plus grand détail, de façon presque clinique, tous les détails de ce qu'elle a vécu, de devoir entendre ces accusés essayer de se défendre, d'être questionnés, de voir ces vidéos aussi, puisque les images ont été montrées, etc. Effectivement, elle fait preuve d'un courage incroyable, admirable. Évidemment, les victimes ne sont pas du tout tenues de faire tout ce qu'elle a fait, de refuser le huis clos, de choisir de rendre les choses publiques. Elle a choisi de mettre sa souffrance aussi au bénéfice de toutes les femmes, de toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles, et c'est évidemment admirable. Là, je ressens une énorme colère, beaucoup d'émotions, à entendre ces paroles-là, et évidemment beaucoup d'empathie envers elle qui traverse quelque chose de... J'ose même pas imaginer. Heureusement, j'espère que le soutien dont elle bénéficie l'aide quand même à traverser cette période, et j'en ai l'impression. Ouais, ce matin encore, elle était attendue par beaucoup de monde, des anonymes qui étaient là au tribunal, qui l'attendaient, qui l'ont applaudie lorsqu'elle est arrivée. Marlène Thomas, vous suivez évidemment aussi pour Libération ce procès-là. On l'a dit ces dernières semaines, la parole était aux accusés et aux proches des accusés. Et elle en a parlé, Gisèle Pellicot, dans son propos liminaire. Il y a eu parfois des choses très violentes qui ont été dites à son encontre? Ah oui, c'est en fait dans cette salle d'audience, ce qu'on retrouve au jour le jour, c'est un condensé en fait de la culture du viol. Les propos à la fois de ces accusés, de ces 51 accusés, se répètent mais avec des différences dans les propos qui peuvent être tenus et dans la défense qu'ils amènent. Donc tous partent de l'idée d'un scénario libertin. Ils reconnaissent la matérialité des faits, mais ni l'intention de violer. Et dans les propos qu'on a pu entendre, il y en a plusieurs qui, par exemple, estimaient que son mari était détenteur du consentement de sa femme. À l'époque, elle était encore sa femme. Il y en a aussi qui estimaient que, comme c'était filmé, de fait, ils estimaient qu'ils n'avaient rien fait de mal puisqu'ils n'auraient pas pu violer devant une caméra. On a aussi eu les propos qui ont été rappelés tout à l'heure de cet homme qui a fait un lien avec l'âge de Gisèle Pellicot et qui a un relent d'agisme absolument abominable qui laisse entendre qu'en fait le viol serait une question de désir quand il est une question de domination. Voilà, c'est une accumulation de ces paroles-là que Gisèle Pellicot reçoit au jour le jour depuis des semaines. Là, il y a environ une trentaine d'accusés qui ont été entendus. Il en reste à peu près 19 en comptant du coup les 6 qui sont interrogés cette semaine. Donc là, ils défilent chaque semaine par grappe de 6 ou 7.
Allez-y, maître. Oui, je voulais réagir sur les propos des 6 co-accusés qu'on a entendus depuis lundi, qui, somme toute, ces propos sont assez classiques des auteurs de viol, dans le sens où ils sont dans le déni. Alors, parfois, même dans le déni de l'acte matériel, puisqu'il y en a un des 6 qui a quand même osé, lors de son interrogatoire, je crois, lors de l'enquête préliminaire, dire que ce n'était pas lui sur les vidéos, c'était un sosie. Donc il faut quand même le souligner. Par ailleurs, déni de l'intention criminelle, c'est ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire qu'ils n'avaient, soi-disant, pas l'intention de violer Gisèle Pelicot, qu'ils ignoraient qu'elle était droguée et inconsciente. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est que j'ai eu connaissance que la défense de ces co-accusés s'appuyait aussi sur la notion d'emprise, c'est-à-dire qu'ils viennent minimiser leur responsabilité en disant finalement qu'ils étaient sous l'emprise de Dominique Pelicot. Mais vous voyez là la défense perverse qui est l'inversion totale du positionnement de chacun, c'est-à-dire qu'ils se victimisent et qui prennent les outils de défense des véritables victimes, à savoir la notion d'emprise. Bien sûr que non, il n'y a pas de notion d'emprise. L'emprise, elle est définie. L'emprise, il y a un contrôle total de la victime par celui qui domine à tout niveau sur sa vie sociale, amicale, professionnelle. Il y a un contrôle coercitif. Et en plus, il y a des symptômes de mésestime de soi, des symptômes de troubles du sommeil, des symptômes de non-alimentation. Et tout ça, bien évidemment, que les co-accusés, ils n'ont pas ces symptômes et qu'ils ne sont pas sous emprise. C'est pour ça que je dis que cette défense, en plus, elle est perverse comme c'est co-accusés et ses accusés. Mais ça veut dire aussi ici, Elsa Labouré, d'où l'importance d'entendre à nouveau Gisèle Pelicot. La Cour qui dit on a aussi envie de l'interroger et de l'entendre sur ce qu'elle a vécu. Ça remet, entre guillemets, tout ça à zéro et les pendules à l'heure. Ça replace Gisèle Pelicot dans son statut qui est celle de victime et pas les accusés. Oui, absolument. Alors effectivement, elle n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé puisqu'elle était pour le coup sous une emprise réelle puisqu'elle était chimique, une soumission chimique. Donc là, voilà, la personne encore une fois qui est victime, c'est bien Gisèle Pelicot. Donc vous avez tout à fait raison de parler d'inversion et je partage la colère que je sens venir de vous, maître. Voilà, il faut vraiment pas oublier le cadrage des choses, c'est-à-dire que les accusés, voilà, évidemment, sont là pour aussi se défendre, c'est compréhensible. Mais voyons les choses en face. On est quand même parler d'emprise. Alors, on a entendu parler de manipulation de la part de quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'est un choix de violer aussi, en fait. Et de dire, je l'ai pas fait exprès, je croyais qu'elle dormait, etc. Ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le moindre doute, on devrait ne pas le faire. Une personne qui n'est pas dans l'intention de juste obtenir ce qu'elle souhaite du corps d'une personne qui est dans un état de vulnérabilité totale, s'arrêterait. Une partie infime des hommes qui avaient été contactés par Dominique Pelicot ont soit refusé de venir, soit sont partis quand ils ont vu la situation. Mais c'est très, très peu. Ils n'ont par ailleurs pas du tout prévenu la police, aucun d'entre eux, ou la gendarmerie. Et voilà, et la plupart de ceux qui l'ont fait, cette défense-là est juste indécente, en fait. Et le plus choquant, enfin, ce qui s'y ajoute, c'est que cette défense est soutenue par l'expert psychiatrique, en plus, qui est censé être impartial, mais qui est là avec des arguments complètement fallacieux et des choses qui n'ont pas de fondement, et qui est, oui, ces hommes, je les sens manipulés, etc. On parle quand même de violeurs, on parle de personnes accusées de viol, d'agresseurs, et en plus, cet expert a aussi émis des avis sur Dominique Pelicot qu'il n'avait pas expertisé. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont il faut beaucoup parler dans cette affaire. C'est vrai que juridiquement, vraiment, ça interroge. Parce que j'ai entendu dire aussi que la question du libre arbitre de ces co-accusés avait été posée. Ça veut dire qu'on va presque vers une possible altération du discernement, parce que quand il n'y a pas de libre arbitre des accusés, ça veut dire qu'il y a une possible altération du discernement des accusés et donc une forme d'irresponsabilité pénale. Mais c'est, vous l'avez dit, d'une indécence rare. J'aimerais qu'on revienne là-dessus, notamment sur la question de la manipulation, puisque vous en avez parlé, qui a effectivement été mise en avant par certains des accusés. Ce matin, sur France Info, on a eu l'occasion d'en parler avec l'avocate de Dominique Pelicot. Et voilà ce qu'elle répond sur cette question de Dominique Pelicot aurait manipulé les hommes qui sont accusés de viol sur Gisèle Pelicot. Écoutez.
La thèse de la manipulation, c'est quelque chose qui est récurrent, que je conteste, que Dominique Pellicot conteste fatalement, parce que tout au long de l'instruction, il a eu un discours très clair, faisant valoir que l'information était donnée et qu'il savait et qu'il venait en connaissance de cause. Donc, sans surprise, mais pas de crainte particulière face à ce discours. Marlène Thomas, effectivement, vous aussi qui suivez ce procès, vous avez eu ce sentiment de la thèse de la manipulation qui est remis sur la table en permanence et qui, pour le coup, de la part de la défense de Dominique Pellicot, on dit non mais c'est n'importe quoi. Ah oui, ça revient sans cesse. Ça revient à la fois dans la bouche, en premier lieu, de ses co-accusés qui parlent d'un homme qui serait dominant, directif, qui, même certains disent qu'ils ont eu peur de Dominique Pellicot et que c'est pour ça qu'il ne serait pas parti. Et c'est aussi appuyé du coup par les avocats du coup de ces co-accusés sans cesse dans toutes leurs questions. On sent qu'ils veulent tirer le fil de cette possible emprise, avec des gros guillemets, comme le disait Maître Tomasini, c'est inepte dans le cas présent, mais qui vraiment essaient sans cesse avec leurs questions d'appuyer cette thèse-là. Et qu'est-ce que vous pensez des propos de l'avocate de Dominique Pellicot, Maître Tomasini? Je pense que c'est une consoeur qui est très mesurée dans ses propos. Je lui donne entièrement raison et j'apprécie son discours parce qu'elle défend son client. Elle a choisi de le faire, donc elle joue son rôle. Mais elle est très mesurée dans ses propos, contrairement aux confrères qui peuvent avoir certains propos s'agissant des co-accusés. Qui interroge et pose question. Il y a quelques instants, Noémie Schulz, qui est donc à Avignon et qui suit en ce moment l'audition de Gisèle Pellicot, nous disait que dans son propos liminaire, Gisèle Pellicot avait dit en fait on m'a accusé de tout, on m'a accusé de faire semblant, on m'a accusé d'être alcoolique. Comment vous, Elsa Labouré, vous voyez ça, le fait qu'elle qu'elle remette sur la table et qu'elle contredise des accusations effectivement qui ont été entendues ces dernières semaines? Ça, c'est classique, on regarde toujours le comportement des victimes. Ça, dans tous les cas et les cas de violence sexuelle spécifiquement, bizarrement pas pour d'autres crimes, c'est souvent ces cas-là que, ouais, bon, quand même, ton comportement, tes vêtements, votre situation, est-ce que vous étiez en couple avec l'accusé, etc. Toutes ces situations-là sont examinées et passées au peigne fin. Les victimes sont tout autant que les accusés sur le banc, honnêtement, sont interrogées presque à la même hauteur que les accusés, alors que ce sont les plaignantes et qui ont de façon présumée vécu des choses absolument atroces, et c'est indéniable en ce qui concerne Gisèle Pellicot. Donc elle a tout à fait raison, elle a une grande force de le dire, de renvoyer vraiment à la figure de toute la cour des avocats qui osent ressortir ces mêmes poncifs et l'examiner elle-même, quoi. Alors que c'est pas elle qu'on est censé examiner, c'est pas elle qu'on est censé accuser. Donc on a des hommes qui se disent non, j'ai été manipulée, et une victime qui se voit, elle, interrogée, quoi. C'est extrêmement choquant, malheureusement pas surprenant, ça se produit très fréquemment. Est-ce qu'aujourd'hui, là je le disais tout à l'heure, on est à mi-procès en gros, on a fait à peu près la moitié, on a déjà entendu un certain nombre d'accusés, vous nous le disiez tout à l'heure Marlène Thomas, est-ce que la prise de parole aujourd'hui de Gisèle Pellicot à la moitié de ce procès peut avoir une influence, je ne sais pas si ce sont les bons termes, mais sur ce qui va se passer derrière, en gros, à quoi ça sert de l'écouter au milieu du procès, maître? Non, ça ne va pas forcément avoir une incidence sur la suite du procès. C'est simplement pouvoir donner la parole à mi-procès, à mi-cours, à la victime pour qu'elle puisse réagir à tout ce qu'elle a entendu. Parce que j'imagine, et elle l'a dit elle-même, qu'elle a encaissé, et que là, le président lui donne la possibilité de dire son ressenti pour la soulager aussi, parce que je crois que de s'adresser à son compagnon, son mari, son ex, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une procédure également de divorce en cours, ça lui permet de mettre des mots sur ce qu'elle a vécu pendant ces 50 années et de lui dire ce qu'elle pense et de dire aussi aux autres co-accusés ce qu'elle pense. Je pense que c'est libérateur, c'est une libération pour elle, et le président l'a compris et lui a donné cette possibilité, mais ça ne va pas influencer le cours des autres audiences. Elsa Labouré. Si je peux réagir rapidement, c'est peut-être une forme de droit de réponse aussi. On peut l'analyser comme ça. Face à tout ce qu'elle a vécu, on a aussi, lui-même, Dominique Pellicot s'est adressé à elle en disant notamment tu as été une femme admirable, etc. Et en proclamant son amour. Alors
Quand on voit les chefs d'accusation, l'amour, il a bon dos. Hein, il a eu beau dire que lui, c'était pas de la haine, etc. Dans les faits, c'était de la haine la plus puissante ce qu'il a mis en œuvre. Hein. C'est pas une question forcément d'intention, là, c'est l'acte lui-même. Et c'est la même chose pour quand on parle de viol, etc. C'est l'intention, je savais pas, je machin, je t'aime. Non. Regardons les faits en face, en fait. Et donc, je pense que j'espère que ce moment de s'exprimer a pu l'aider à. Ce qui est bien, c'est que du coup, elle. À mi-parcours, elle reste droite dans son discours à elle. Elle arrive à rester... elle est là aussi pour donner un peu le ton et dire, attendez, là, qu'est-ce qu'on juge, qu'est-ce qu'on regarde et considérer mon point de vue aussi. Donc, c'est fort aussi ce moment-là pour cette raison. On a un peu le sentiment depuis le début de ce procès, et on va avoir l'occasion d'en parler, que c'est un procès qui dépasse seulement Gisèle Pelicot et tout ce qu'elle a vécu, évidemment. Et d'ailleurs, elle l'a dit, et Noémie en parlait à l'instant, et on va pouvoir voir cette phrase s'afficher, Gisèle Pelicot qui disait « J'exprime pas ma colère ni ma haine, mais ma détermination à ce qu'on change la société ». On l'a affiché tout à l'heure à l'écran, et ça reviendra peut-être là. Le calvaire qu'elle a vécu, le fait que ce procès soit un procès aussi qui se fasse sans huis clos, ce sont des éléments qui participent à ce que ce procès dépasse Gisèle Pelicot et son cas à elle. On va regarder justement le ressenti de la société ces dernières semaines et ce qu'on a pu en dire, et puis on en parle juste après. À chacune de ses arrivées, elle est applaudie au beau milieu du tribunal. Gisèle Pelicot, devenue le symbole des violences faites aux femmes. Ça vous touche, ces applaudissements quotidiens? Bien sûr. Ça vous aide aussi dans cette épreuve? Beaucoup. Chaque jour et depuis cette semaine, la foule se presse pour assister à l'audience, se confronter à l'horreur des faits. Quand on regarde sur nos écrans, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas réel et ça prend vraiment une autre dimension. Et ça fait peur quand même. Ça fait peur et elle a un courage incroyable. Gisèle Pelicot, droguée à son insu par son mari et violée dans son sommeil par des inconnus contactés sur Internet, a refusé le huis clos pour livrer son combat. Elle a déjà dû supporter la projection publique éprouvante des vidéos de ses viols. Elle souhaite sensibiliser aussi largement que possible à ce qui lui est arrivé et que la honte change de camp. Sur les 50 co-accusés, certains se présentent comme des victimes. D'autres expriment des remords à la barre. Âgés de 26 à 73 ans, ils sont infirmiers, pompiers ou encore retraités. La plupart cagoulés quand ils arrivent au tribunal. Aujourd'hui, Gisèle Pelicot est à nouveau auditionnée par la Cour pour répondre aux questions des avocats de ses bourreaux. Voilà pour ce sujet d'Aurélie Schiller. Marlène Thomas, aujourd'hui, Gisèle Pelicot, c'est un symbole, c'est une icône en quelque sorte. Elle est devenue, malgré elle, elle est devenue cette icône féministe parce qu'elle a fait ce choix de refuser le huis clos, de rendre ce débat public et en fait de se servir de cette abjection pour le reste de la société, pour le reste des victimes. En fait, elle devient du coup le visage de la lutte contre les violences sexuelles par ce choix extrêmement courageux et admirable, voilà, qui ne doit pas être une injonction, mais qui là, de fait, quand on prend en compte les faits, le nombre d'accusés, ce que ça apporte d'explications et d'appui sur la culture du viol, c'est vraiment un choix qui permet d'avancer sur ces sujets-là et de mieux comprendre ce système de violence que les féministes dénoncent depuis des décennies. Maître. Oui, je voudrais réagir. Bien sûr, elle a eu ce parcours qu'on peut qualifier de christique pour moi. C'est pour ça que ça devient une icône. C'est tellement lourd, c'est tellement incroyable. Comme on s'entend, j'allais dire, Jacqueline Sauvage pour les violences intrafamiliales. Sauf que la petite différence, c'est que Jacqueline Sauvage était accusée du meurtre de son conjoint. Là, Gisèle Pelicot, elle est victime et partie civile. Donc, toutes les femmes victimes de violences sexistes ou sexuelles se reconnaissent en elle, véritablement. Je dirais qu'en plus, ce procès, bien évidemment, il dépasse le procès Pelicot, puisqu'il met en exergue la question de deux notions fondamentales pour moi, qui sont d'une part le viol conjugal, parce que dans le code pénal, figurez-vous qu'on parle de viol aggravé. On ne parle pas vraiment de viol conjugal. Et le viol conjugal, il existe, et ce depuis 2006, puisque la présomption de consentement à l'acte sexuel pendant le mariage, dont l'union, a disparu. Il n'y avait plus de présomption au consentement. Pendant longtemps,
on a considéré qu'il y avait un devoir conjugal qui s'opposait évidemment à la notion de viol conjugal. Aujourd'hui, c'est très clair. Dans le huis clos, vous avez le droit, mesdames, de refuser d'avoir un rapport sexuel quand vous ne le souhaitez pas. Donc, viol aggravé, moi je dirais viol conjugal. Ça existe. D'autre part, l'autre notion qui doit être débattue, c'est la notion d'absence de consentement volontaire, libre et éclairé qui doit être intégrée dans la définition du viol, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ce que vous posez là, ça pose la question, et c'est aussi ce que dit Gisèle Pelicot finalement dans sa déclaration, sa détermination à ce qu'on change la société. Est-ce qu'effectivement, d'après vous, Elsa Labouré, ce procès-là, le procès des viols de Mazan qu'a subi Gisèle Pelicot, peut opérer un changement dans la société et à quel niveau ? On le doit, en fait, on lui doit, là, de se réveiller, en fait, et d'arrêter de considérer que les agressions, les victimes, les violences sexuelles, c'est des faits isolés et des faits particuliers, et les considérer vraiment comme un fait politique et comme un phénomène de société et de sécurité publique. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Dans la loi, oui, mais pas seulement, aussi et surtout dans la façon dont la justice se déroule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une augmentation des plaintes, mais on a dans les cas d'agression sexuelle, 94% des plaintes qui sont classées sans suite. Donc même pas d'enquête. Même pas, voilà, il y a plainte et au bout d'un an, la victime reçoit un courrier qui lui dit classé sans suite. Pas d'explication, elle n'a pas été réauditionnée, il n'y a rien ne s'est passé. Et vraiment, alors que là, on voit par exemple, il y a deux faits en particulier caractéristiques sur ce procès, la soumission chimique et les images qui ont été enregistrées sur les appareils de M. Pelicot. Donc le fait d'interroger ces deux choses-là de façon systématique, par exemple, en cas de plainte, permettrait déjà de détecter beaucoup plus de choses et d'avoir beaucoup plus d'informations et peut-être voilà. Il faut vraiment que les enquêtes soient systématiques et approfondies. Il faut que la justice se remonte les manches et traite vraiment tous les cas de viol. Si tous les cas de viol, non seulement ceux qui mènent une plainte, mais déjà la vaste majorité qui ne mènent pas de plainte, étaient vraiment traités en justice, on aurait une toute autre justice. Donc, parce qu'elle n'aurait pas les moyens. Donc il faut vraiment, vraiment qu'on refonde le système judiciaire pour vraiment prendre en compte ce phénomène de société. Éléonore, et justement, Gisèle Pelicot, elle vient d'en parler en audience. Vous savez que Noémie Schulz, elle est à l'intérieur de la salle d'audience et elle prend des notes sur ce qui est dit. Et Gisèle Pelicot, elle vient justement de dire, je voudrais revenir sur quelque chose qui m'a profondément blessée. Quand un avocat a demandé à son client, à quel moment avez-vous eu le sentiment de commettre un viol? Pendant la fellation, pendant la pénétration? Gisèle Pelicot a dit, j'ai eu l'impression qu'on échangeait une recette de cuisine, la farine avant ou après les œufs. Donc effectivement, c'est tout le traitement un petit peu... c'est le procès aussi d'une société, en fait, où on est un petit peu dépassé. C'est le procès de la monstruosité ordinaire. C'est ça. C'est très clairement ça. C'est-à-dire que ces violeurs, c'est monsieur tout le monde. On le dira jamais assez. Et c'est vrai aussi que ça fait froid dans le dos en parlant de la soumission chimique dans le huis clos, dans le couple. Peut-être y a-t-il de nombreux Monsieur Pelicot qu'on ignore, parce que quand on sait que la France est un des pays où on consomme le plus de tranquillisants et d'anxiolytiques, on peut se poser cette question. Vous posez cette question-là, effectivement, maître, ce matin, Marlène Thomas, puisqu'on parle effectivement de ces monsieur tout le monde, finalement, il en a beaucoup été question aussi dès l'ouverture du procès, avec des polémiques sociétales, certains disant bah non, tous les hommes ne sont pas comme ça, d'autres disant bah en fait tous les hommes devraient au moins se poser la question et il faut ouvrir cette discussion. Comment vous, avec votre œil de journaliste et aussi qui assiste à ce procès et qui le suit, vous avez vu ça? Quelle analyse vous en faites? Sur la réflexion des hommes sur le sujet, donc moi j'ai travaillé sur un sujet là-dessus, j'ai interrogé des hommes lambda, on va dire, et leurs propos sont assez similaires les uns les autres, quel que soit leur âge, leur statut social. Ils sont dans la consternation immédiate des faits, et tout de suite, ils placent Dominique Pelicot et les co-accusés dans la place de l'autre. Donc c'est eux, c'est pas nous. Et souvent ils utilisent aussi le nous. C'est pas seulement eux qui mettent à distance de la figure du violeur, c'est vraiment le groupe social des hommes qu'ils essaient de mettre à distance du groupe du violeur. Parce qu'au-delà d'eux-mêmes, il est apparemment encore très difficile pour eux d'ouvrir les yeux sur leurs frères, sur leurs amis, sur leurs pères, sur leurs voisins.
Et il y a une forme de culture du secret qui est alimentée entre eux et qui perdure. Et on le voit d'ailleurs dans le cas des violences qui ont été infligées à Gisèle Pelicot. Elles ont aussi continué pendant 9 ans parce que personne n'a parlé, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Seulement 3 sur 10 qui ont été contactés par Dominique Pelicot ont refusé sa demande. Aucun n'a signalé les faits. Quand Gisèle Pelicot dit « ma détermination pour qu'on change la société », et on y revient toujours parce que cette phrase, elle est aussi extrêmement importante, ça questionne la prévention ou l'éducation ou les deux en même temps. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus, Elsa Labouré? Parce qu'en fait, c'est des questions dont on parle ou pas en famille, dont on parle ou pas à l'école. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? On ne fait pas assez. Alors déjà, effectivement, il y a une grande reconnaissance du fait qu'on parle de violence masculine et qu'au contraire, c'est la classe des hommes qui doit se poser la question. On dit bien pas tous les hommes, etc. Mais non, mais c'est bien la masculinité et le patriarcat qui construit ce système-là, le continuum des violences. Donc il ne suffit pas de se dire « moi, je ne suis pas comme ça ». Il faut s'interroger, il faut regarder autour de nous et être un vrai allié. Donc vraiment, les hommes ont vraiment besoin de se réveiller et de prendre les choses en main et d'arrêter de se distancier. Mais effectivement, ça commence par l'éducation, ça commence par les conversations un peu qui commencent à évoluer. Mais déjà, on a dans la loi des séances d'éducation sexuelle qui doivent avoir lieu à l'école, 3 par an, elles n'ont pas lieu. Elles ne sont pas du tout réalisées. On manque de moyens, on manque de volonté politique. On a besoin, on est aujourd'hui à presque 3 milliards de besoins qui sont nécessaires pour lutter contre les violences faites aux femmes, qui intègrent beaucoup cette prévention-là. Le budget 2025 n'est pas encore suffisant sur le sujet. Il faut vraiment que l'éducation nationale, que les collectivités, etc., prennent ce problème à bras-le-corps et considèrent vraiment ce problème de A à Z, en passant par la prévention, effectivement. On va continuer cette discussion en intégrant les questions de nos téléspectateurs qui sont nombreuses, évidemment, et Jordan Klein va se faire le relais de ces questions. Je vous donne la parole dans un instant, Jordan, mais avant, et si vous nous rejoignez, j'aimerais qu'on revoie quelques extraits de la déclaration de Gisèle Pelicot qui, je vous le rappelle, après 8 semaines de silence, s'exprime à nouveau dans le procès des viols de Mazan, les viols dont une 50aine d'hommes sont accusés donc, sur elle. Elle s'adresse notamment à Dominique Pelicot, son ex-mari. « J'aimerais m'adresser à Monsieur Pelicot », a-t-elle dit. Elle l'appelle donc Monsieur. « Je ne vais pas pouvoir le regarder, la charge émotionnelle étant là. » Elle a aussi dit que c'était une femme totalement détruite, qu'elle ne savait pas si elle allait réussir à se reconstruire. Elle a 72 ans, si je ne me trompe pas. Voilà, vous le voyez ici, je ne sais pas comment je vais me reconstruire. Et elle a aussi évoqué la détermination qu'elle a à ce qu'on change la société. Je rappelle que ce procès ne se fait pas à huis clos, qu'il est donc public. Et c'est pour ça aussi qu'on peut évidemment en parler de cette manière. Et vous avez probablement de nombreuses questions. Et je vous laisse la parole, Jordan Klein, pour vous faire le relais de ces questions. Elles sont nombreuses et vous pouvez encore les poser. Vous avez le QR code qui s'affiche en haut de votre écran, vous le scannez avec votre téléphone et les questions arrivent directement sur cette tablette et vous pouvez poser les questions à nos invités en plateau. La première question nous est posée par Pat, vous la voyez qui s'affiche. Dans quelle mesure le procès de Mazan peut-il inverser la tendance de la culture de viol? J'ai l'impression que rien ne changera vraiment et que ce fléau est beaucoup trop installé dans nos sociétés. Maître, allez-y. Bon, écoutez, je vais reprendre les propos qui viennent d'être évoqués à l'instant, c'est-à-dire que c'est un raz-de-marée, ce procès, qui a un impact effectivement sur la société civile dans son ensemble. Et comment peut-il changer la donne, ce procès? Simplement déjà en sensibilisant et en faisant que au niveau de l'éducation, mais l'éducation au sens large, c'est-à-dire dans les écoles, c'est-à-dire l'éducation parentale, mais c'est aussi en ce qui concerne le cinéma, le théâtre, qu'il faut se poser des questions sur la représentation des rapports hommes-femmes. Donc ça, c'est tout le côté préventif, c'est-à-dire qu'il faut travailler ça en amont. Ensuite, effectivement, au niveau des dépôts de plainte pour violences sexuelles et viols, on sait qu'il n'y a qu'1% de ces plaintes qui entraînent une condamnation aujourd'hui. Donc, il va falloir qu'il y ait des formations davantage des EPJ et des gendarmes et surtout des magistrats qui puissent aider les victimes, au moins à avoir un procès, même si c'est très difficile au niveau des preuves s'agissant des violences et des violences sexuelles. Mais s'ils renvoient davantage devant une cour d'assises, même si on peut avoir une problématique de preuves, eh bien, ça sera aussi aider les victimes, au moins à s'exprimer et aller jusqu'au bout d'une procédure. Et enfin, je reviens sur une nécessité de redéfinir
la définition actuelle et archaïque pour moi du viol et d'intégrer la notion de consentement, d'absence de consentement volontaire, libre et éclairé de la victime. Et enfin, de sanctionner beaucoup plus sévèrement les auteurs de violences sexuelles et de viols. Elsa Labouré, quand Pat nous dit « ce fléau est beaucoup trop installé dans nos sociétés », on a l'impression qu'il y a une forme de défaitisme dans sa question. Est-ce que, pour lui répondre, ce fléau, cette culture de viol, la tendance peut s'inverser ? C'est essentiel que, bien sûr, le constat est là, que c'est très, très, très intégré dans notre société, mais si on refuse de changer les choses, on peut complètement... Ça sert à rien voilà, moi, je milite parce que j'y crois aussi, parce que dans notre association, on croit qu'on peut changer les choses. Donc, il faut pouvoir croire aussi que les petits pas sont importants, que, voilà, pas trop espérer non plus d'un événement comme ce procès, mais se dire qu'il est une pierre à l'édifice. Ce qu'il faut faire surtout, c'est effectivement mettre fin à l'impunité, en fait, que les violeurs, que les agresseurs arrêtent de se sentir protégés, arrêtent de se dire que la société va les protéger. Et il faut aussi adresser le problème de la pornographie qui joue un rôle dans ce procès puisqu'il a donné effectivement les idées à Dominique Pellicot, qui a beaucoup influencé aussi les actes de ses co-accusés, et il a lui-même aussi créé sa propre pornographie. Aujourd'hui, on est dans un système qui est extrêmement violent et qui est accessible à tout le monde, y compris les jeunes. Les choses sont en train de changer un petit peu, notamment dans la loi pour l'accès des mineurs à la pornographie, mais quand on parle d'éducation, c'est aussi à ça qu'il faut s'attaquer. Julie nous demande, ce procès dépasse-t-il ce qui est arrivé à Gisèle Pellicot, mais devient le symbole des violences faites aux femmes? Qu'en pensez-vous? Marlène Thomas. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Mais en effet, ça devient un symbole. C'est un triple procès. C'est le procès de la soumission chimique, c'est le procès de la violence, du viol conjugal, c'est le procès de la domination masculine. Et c'est tout ça qui est porté à travers du coup la parole de Gisèle Pellicot et son choix du coup de refuser le huis clos, d'avoir aussi insisté par la voix de ses conseils sur la diffusion aussi des images, parce qu'il y a eu un sujet là-dessus, des images de viol à tout le monde, public compris. Donc oui, vraiment pour moi c'est le symbole des violences faites aux femmes. Ça veut dire quoi? C'est Gisèle Pellicot devient donc une sorte de symbole du féminisme, et c'est le jour 1 du féminisme après ce procès? Non. C'est une pierre à l'édifice. En plus, là, actuellement, elle incarne le combat contre les violences sexuelles, mais il y a bien d'autres victimes, bien d'autres femmes, bien d'autres militantes qui ont bien avant porté ce combat-là. Mais c'est un pas de plus. Et c'est un pas de plus dans le sens aussi où la visibilité de ce procès dépasse même largement nos frontières. Il y a un écho international qu'on a rarement vu pour un procès pour viol en France. Donc c'est aussi ça qui joue. Autre question de Pat qui nous demande comment une femme, entre parenthèses Gisèle Pellicot, peut-elle se reconstruire après avoir subi ce genre d'atrocité? Maître, est-ce que le procès, ça fait partie, par exemple, de la reconstruction et le fait bien qu'elle sûr, la parole? Bien sûr, le fait de pouvoir s'exprimer, d'être reconnue en qualité de victime, c'est fondamental. Après, elle l'a dit elle-même, elle se pose vraiment la question de sa reconstruction. Elle suit manifestement une thérapie avec un psychiatre. Donc, elle va travailler longuement. En fait, ce qu'elle a dit... il me semble, c'est qu'elle va passer le reste de sa vie à essayer de comprendre le pourquoi. Et ça, c'est assez déterminant chez les victimes, que ce soit de violences conjugales ou de violences sexistes et sexuelles. Le pourquoi, mais à la fois le pourquoi de ce qu'il a fait, mais aussi le pourquoi de pourquoi elle aussi. Il y a ce questionnement qui revient sans cesse chez les victimes. Et sincèrement, compte tenu de ce qu'elle a vécu, je pense que le terme de reconstruction est impropre. Elle ne pourra jamais véritablement se reconstruire. Elle peut essayer d'aller un tout petit peu mieux, et ce procès peut l'aider. Fabre, peut-être une question pour vous d'ailleurs encore. Les notions d'emprise et de consentement ne doivent-elles pas être redéfinies juridiquement face à la défense des accusés? Absolument. C'est mon propos depuis tout à l'heure. L'emprise, c'est une notion qui est encore assez mal définie. On l'a évoqué dans le procès de Valérie Bacot. C'était le premier expert psychiatre qui a évoqué cette notion d'emprise pour Valérie Bacot.
J'ai essayé de la définir très rapidement tout à l'heure. C'est un contrôle sur tous les terrains du dominant sur sa victime, de l'agresseur. Un contrôle coercitif. Elle n'a plus finalement aucune liberté. Elle n'a plus de relations sociales et amicales. Et ça entraîne effectivement des conséquences de mésestime de soi, de troubles du sommeil, etc. Ça, c'est pour l'emprise. Quant au consentement, je viens de le dire, la France a déposé récemment une proposition de loi en 2024 alors qu'elle avait refusé d'intégrer cette notion de consentement libre, volontaire et éclairé dans la définition du viol, alors que 27 autres pays membres de l'Europe avaient voulu harmoniser cette définition et la France s'y était opposée. Aujourd'hui, la position de Macron sur le sujet a évolué. Jean C. nous demande comment Madeleine Pélicaud a été droguée, qui fournissait les drogues à son mari et sont-ils présents à ce procès? Merci. Marlène, peut-être sur cette question. Alors, concernant les drogues, donc en fait, pour être tout à fait juste, c'est pas des drogues, justement, c'est des médicaments, c'est des anxiolytiques donc, qui ont été prescrits à Dominique Pélicaud par, la plupart du temps, c'était par son médecin traitant. Il y a aussi eu son frère qui est médecin qui a pu fournir des ordonnances pour accéder du coup à ces anxiolytiques. Et sur le processus, le mode opératoire qui a été mis en place, il l'a détaillé la semaine dernière justement dans un interrogatoire de mi-parcours. Donc lui récupérait donc ses comprimés, il en faisait de la poudre à l'abri des regards de Gisèle Pélicaud, les contenait du coup dans des pipettes qu'il avait du coup à disposition au moment où il voulait les utiliser pour sédater Gisèle Pélicaud. Ensuite, il les mettait soit dans une boisson, un café ou dans la nourriture. Donc, elle était sédatée au moment des repas, quasiment systématiquement. Il prenait soin du coup de préparer les repas en disant qu'elle l'avait fait longtemps, toute sa vie, donc en se donnant en plus le beau rôle en fait, dans son mode opératoire pour violer ensuite. Il y avait aussi des cas où lorsque c'était plus tard le soir, il lui apportait une glace au lit quand elle était devant sa télé avec les comprimés qui étaient du coup mis à l'intérieur. Merci à toutes les trois d'avoir accepté de répondre à nos questions et aux questions de nos téléspectateurs. Merci à vous de les avoir posées. On va conclure cette discussion